Honoré de Balzac, le père Goriot. Partie 7 du livre audio. Eugène accompagna Delphine jusque chez elle. Mais, inquiet de l'état dans lequel il avait laissé Goriot, il refusa de dîner avec elle et revint à la maison Vauquer. Il trouva le père Goriot debout et prêt à s'attabler. Bianchon s'était mis de manière à bien examiner la figure du vermicellier. Quand il lui vit prendre son pain et le sentir pour juger de la farine avec laquelle il était fait, l'étudiant, ayant observé dans ce mouvement une absence totale de ce que l'on pourrait nommer la conscience de l'acte, fit un geste sinistre. « Viens donc près de moi, monsieur l'interne à Cochin, » dit Eugène. Bianchon s'y transporta d'autant plus volontiers qu'il allait être près du vieux pensionnaire. « Qu'a-t-il » demanda Rastignac. « À moins que je ne me trompe, il est flambé. Il a dû se passer quelque chose d'extraordinaire en lui. Il me semble être sous le poids d'une apoplexie séreuse imminente. Quoique le bas de la figure soit assez calme, les traits supérieurs du visage se tirent vers le front malgré lui. Vois. Puis les yeux sont dans l'état particulier qui dénote l'invasion du sérum dans le cerveau. Ne dirait-on pas qu'ils sont pleins d'une poussière fine ? Demain matin, j'en saurai davantage. Y aurait-il quelque remède ? Aucun. Peut-être pourra-t-on retarder sa mort si l'on trouve les moyens de déterminer une réaction vers les extrémités, vers les jambes. Mais si demain soir les symptômes ne cessent pas, le pauvre bonhomme est perdu. Sais-tu par quel événement la maladie a été causée ? Il a dû recevoir un coup violent sous lequel son moral aura succombé. Oui, dit Rastignac en se rappelant que les deux filles avaient battu sans relâche sur le cœur de leur père. Au moins, se disait Eugène, Delphine aime son père, elle. Le soir, aux Italiens, Rastignac prit quelques précautions afin de ne pas trop alarmer madame de Nucingen. « N'ayez pas d'inquiétude, répondit-elle aux premiers mots que lui dit Eugène. Mon père est fort. Seulement, ce matin, nous l'avons un peu secoué. Nos fortunes sont en question. Songez-vous à l'étendue de ce malheur. Je ne vivrais pas si votre affection ne me rendait pas insensible à ce que j'aurais regardé naguère comme des angoisses mortelles. Il n'est plus aujourd'hui qu'une seule crainte, un seul malheur pour moi, c'est de perdre l'amour qui m'a fait sentir le plaisir de vivre. En dehors de ces sentiments, tout m'est indifférent. Je n'aime plus rien au monde. Vous êtes tout pour moi. Si je sens le bonheur d'être riche, c'est pour mieux vous plaire. Je suis, à ma honte, plus amante que je ne suis fille. Pourquoi ? Je ne sais. Toute ma vie est à vous. Mon père m'a donné un cœur, mais vous l'avez fait battre. Le monde entier peut me blâmer. Que m'importe, si vous, qui n'avez pas le droit de m'en vouloir, m'acquittez des crimes auxquels me condamne un sentiment irrésistible. Me croyez-vous une fille dénaturée ? Oh non, il est impossible de ne pas aimer un père aussi bon que l'est le nôtre. Pouvais-je empêcher qu'il ne vît enfin les suites naturelles de nos déplorables mariages ? Pourquoi ne les a-t-il pas empêchées ? N'était-ce pas à lui de réfléchir pour nous ? Aujourd'hui, je le sais, il souffre autant que nous. Mais que pouvions-nous y faire ? Le consoler ? Nous ne le consolerions de rien. Notre résignation lui faisait plus de douleur que nos reproches et nos plaintes ne lui causeraient de mal. Il est des situations dans la vie où tout est amertume. Eugène resta muet, saisi de tendresse par l'expression naïve d'un sentiment vrai. Si les Parisiennes sont souvent fausses, ivres de vanité, personnelles, coquettes, froides, il est sûr que, quand elles aiment réellement, elles sacrifient plus de sentiments que les autres femmes à leur passion. Elles se grandissent de toute leur petitesse et deviennent sublimes. Puis Eugène était frappé de l'esprit profond et judicieux que la femme déploie pour juger les sentiments les plus naturels, quand une affection privilégiée l'en sépare et la met à distance. Madame de Nucingen se choqua du silence que gardait Eugène. « À quoi pensez-vous donc ? lui demanda-t-elle. « J'écoute encore ce que vous m'avez dit. J'ai cru jusqu'ici vous aimer plus que vous ne m'aimiez. » Elle sourit et s'arma contre le plaisir qu'elle éprouva
pour laisser la conversation dans les bornes imposées par les convenances. Elle n'avait jamais entendu les expressions vibrantes d'un amour jeune et sincère. Quelques mots de plus, elle ne se serait plus contenue. « Eugène, dit-elle en changeant de conversation, vous ne savez donc pas ce qui se passe ? Tout Paris sera demain chez madame de Beauséant. Les Rochefide et le marquis d'Ajuda se sont entendus pour ne rien ébruiter. Mais le roi signe demain le contrat de mariage, et votre pauvre cousine ne sait rien encore. Elle ne pourra pas se dispenser de recevoir, et le marquis ne sera pas à son bal. On ne s'entretient que de cette aventure. Et le monde se rit d'une infamie, et il y trempe. Vous ne savez donc pas que madame de Beauséant en mourra ? Non, dit Delphine en souriant, vous ne connaissez pas ces sortes de femmes-là. Mais tout Paris viendra chez elle, et j'y serai. Je vous dois ce bonheur-là, pourtant. Mais, dit Rastignac, n'est-ce pas un de ces bruits absurdes, comme on en fait tant courir à Paris ? Nous saurons la vérité demain. Eugène ne rentra pas à la maison Vauquer. Il ne put se résoudre à ne pas jouir de son nouvel appartement. Si, la veille, il avait été forcé de quitter Delphine à 1 heure après minuit, ce fut Delphine qui le quitta vers 2 heures pour retourner chez elle. Il dormit le lendemain assez tard, attendit vers midi madame de Nucingen, qui vint déjeuner avec lui. Les jeunes gens sont si avides de ces jolis bonheurs qu'il avait presque oublié le père Goriot. Ce fut une longue fête pour lui que de s'habituer à chacune de ces élégantes choses qui lui appartenaient. Madame de Nucingen était là, donnant à tout un nouveau prix. Cependant, vers 4 heures, les 2 amants pensèrent au père Goriot en songeant au bonheur qu'il se promettait à venir demeurer dans cette maison. Eugène fit observer qu'il était nécessaire d'y transporter promptement le bonhomme, s'il devait être malade, et quitta Delphine pour courir à la maison Vauquer. Ni le père Goriot, ni Bianchon n'étaient à table. « Eh bien, lui dit le peintre, le père Goriot est éclopé. Bianchon est là-haut près de lui. Le bonhomme a vu l'une de ses filles, la comtesse de Restorama. Puis il a voulu sortir et sa maladie a empiré. La société va être privée d'un de ses beaux ornements. » Rastignac s'élança vers l'escalier. « Hé, monsieur Eugène !»« Monsieur Eugène, madame vous appelle !» cria Sylvie. « Monsieur, » lui dit la veuve, « monsieur Goriot et vous deviez sortir le 15 de février. Voici 3 jours que le 15 est passé. Nous sommes au 18. Il faudra me payer 1 mois pour vous et pour lui. Mais si vous voulez garantir le père Goriot, votre parole me suffira. »« Pourquoi ? N'avez-vous pas confiance ? » ?»« Confiance ? Si le bonhomme n'avait plus sa tête et mourrait, ses filles ne me donneraient pas 1 liard. Et toute sa défroque ne vaut pas 10 francs. Il a emporté ce matin ses derniers couverts. Je ne sais pourquoi. Il s'était mis en jeune homme. Dieu me pardonne. Je crois qu'il avait du rouge. Il m'a paru rajeuni. »« Je réponds de tout, » dit Eugène en frissonnant d'horreur et appréhendant une catastrophe. Il monta chez le père Goriot. Le vieillard gisait sur son lit et Bianchon était auprès de lui. « Bonjour, père, lui dit Eugène. Le bonhomme lui sourit doucement et répondit en tournant vers lui des yeux vitreux. « Comment va-t-elle ? Bien, et vous ? Pas mal. »« Ne le fatigue pas, » dit Bianchon en entraînant Eugène dans un coin de la chambre. « Eh bien, lui dit Rastignac, il ne peut être sauvé que par un miracle. La congestion séreuse a eu lieu. Il a les synapismes. Heureusement, il les sent. Ils agissent. Peut-on le transporter ? Impossible. Il faut le laisser là, lui éviter tout mouvement physique et toute émotion. « Mon bon Bianchon, dit Eugène, nous le soignerons à nous 2. J'ai déjà fait venir le médecin en chef de mon hôpital. Eh bien, il prononcera demain soir. Il m'a promis de venir après sa journée. Malheureusement, ce fichu bonhomme a commis ce matin une imprudence sur laquelle il ne veut pas s'expliquer. Il est entêté comme une mule. Quand je lui parle, il fait semblant de ne pas entendre, et dort pour ne pas me répondre. Ou bien, s'il a les yeux ouverts, il se met à geindre. Il est sorti vers le matin. Il a été à pied dans Paris. On ne sait où. Il a emporté tout ce qu'il possédait de vaillant. Il a été faire quelques sacrés trafics pour lesquels il a outrepassé ses forces. Une de ses filles est venue. « La comtesse, dit Eugène, une grande brune, l'œil vif
et bien coupé. Joli pied, taille souple. Oui. Laisse-moi seul un moment avec lui, dit Rastignac. Je vais le confesser. Il me dira tout, à moi. Je vais aller dîner pendant ce temps-là. Seulement tâche de ne pas trop l'agiter. Nous avons encore quelque espoir. Sois tranquille. Elles s'amuseront bien demain, dit le père Goriot à Eugène quand ils furent seuls. Elles vont à un grand bal. Qu'avez-vous donc fait ce matin, papa, pour être si souffrant ce soir qu'il vous faille rester au lit? Rien. Anastasie est venue demanda Rastignac. Oui, répondit le père Goriot. Eh bien, ne me cachez rien. Que vous a-t-elle encore demandé? Ah, reprit-il en rassemblant ses forces pour parler. Elle était bien malheureuse. Allez, mon enfant. Nasie n'a pas un sou depuis l'affaire des diamants. Elle avait commandé, pour ce bal, une robe lamée qui doit lui aller comme un bijou. Sa couturière, une infâme, n'a pas voulu lui faire crédit. Et sa femme de chambre a payé 1000 francs en acompte sur la toilette. Pauvre Nasie, en être venue là, ça m'a déchiré le cœur. Mais la femme de chambre, voyant ce resto retirer toute sa confiance à Nasie, a eu peur de perdre son argent, et s'entend avec la couturière pour ne livrer la robe que si les 1000 francs sont rendus. Le bal est demain. La robe est prête. Nasie est au désespoir. Elle a voulu m'emprunter mes couverts pour les engager. Son mari veut qu'elle aille à ce bal pour montrer à tout Paris les diamants qu'on prétend vendus par elle. Peut-elle dire à ce monstre « Je dois 1000 francs, payez-les » Non, j'ai compris ça, moi. Sa sœur Delphine ira là dans une toilette superbe. Anastasie ne doit pas être au-dessous de sa cadette. Et puis, elle est si noyée de larmes, ma pauvre fille. J'ai été si humiliée de n'avoir pas eu 12 000 francs hier que j'aurais donné le reste de ma misérable vie pour racheter ce tort-là. Voyez-vous, j'avais eu la force de tout supporter, mais mon dernier manque d'argent m'a crevé le cœur. Oh, oh, je n'en ai fait ni une ni deux, je me suis rafistolée, requinquée. J'ai vendu pour 600 francs de couverts et de boucles, puis j'ai engagé, pour 1 an, mon titre de rente viagère contre 400 francs une fois payé au papa Gobseck. Bah, je mangerai du pain. Ça me suffisait quand j'étais jeune. Ça peut encore aller. Au moins, elle aura une belle soirée, ma Nasie. Elle sera pimpante. J'ai le billet de 1000 francs, là, sous mon chevet. Ça me réchauffe d'avoir là, sous la tête, ce qui va faire plaisir à la pauvre Nasie. Elle pourra mettre sa mauvaise victoire à la porte. A-t-on vu des domestiques ne pas avoir confiance dans leur maître? Demain, je serai bien. Nasie vient à 10 heures. Je ne veux pas qu'elle me croie malade. Elle n'irait point au bal, elle me soignerait. Nasie m'embrassera demain comme son enfant, ses caresses me guériront. Enfin, n'aurais-je pas dépensé 1000 francs chez l'apothicaire? J'aime mieux les donner à mon guéritou, à ma Nasie. Je la consolerai de sa misère, au moins. Ça m'acquitte du tort de m'être fait du viager. Elle est au fond de l'abîme, et moi, je ne suis plus assez fort pour l'en tirer. Oh, je vais me remettre au commerce. J'irai à Odessa pour y acheter du grain. Les blés valent là 3 fois moins cher que les nôtres ne coûtent. Si l'introduction des céréales est défendue en nature, les braves gens qui font les lois n'ont pas songé à prohiber les fabrications dont les blés sont le principe. J'ai trouvé cela, moi, ce matin. Il y a de beaucoup à faire dans les amidons. Il est fou, se dit Eugène en regardant le vieillard. Allons, restez en repos, ne parlez pas. Eugène descendit pour dîner quand Bianchon remonta. Puis tous deux passèrent la nuit à garder le malade à tour de rôle, en s'occupant, l'un à lire ses livres de médecine, l'autre à écrire à sa mère et à ses sœurs. Le lendemain, les symptômes qui se déclarèrent chez le malade furent, suivant Bianchon, d'un favorable augure. Mais ils exigèrent des soins continuels dont les 2 étudiants étaient seuls capables, et dans le récit desquels il est impossible de compromettre la pudibonde phraséologie de l'époque. Les sangsues mises sur le corps appauvri du bonhomme furent accompagnées de cataplasmes, de bains de pieds, de manœuvres médicales pour lesquelles il fallait d'ailleurs la force et le dévouement des 2 jeunes gens. Madame de Restaud ne vint pas. Elle envoya chercher sa somme par un commissionnaire. « Je croyais qu'elle serait venue elle-même.
Mais ce n'est pas un mal, elle se serait inquiétée, dit le père en paraissant heureux de cette circonstance. À 7 heures du soir, Thérèse vint apporter une lettre de Delphine. « Que faites-vous, mon ami? À peine aimé? Serais-je déjà négligé? Vous m'avez montré, dans ces confidences versées de cœur à cœur, une trop belle âme pour n'être pas de ceux qui restent toujours fidèles en voyant combien les sentiments ont de nuances. Comme vous l'avez dit en écoutant la prière de Mosée, pour les uns c'est une même note, pour les autres c'est l'infini de la musique. Songez que je vous attends ce soir pour aller au bal de Madame de Beauséant. Décidément, le contrat de M. d'Ajuda a été signé ce matin à la cour, et la pauvre vicomtesse ne l'a su qu'à 2 heures. Tout Paris va se porter chez elle, comme le peuple encombre la grève quand il doit y avoir une exécution. N'est-ce pas horrible d'aller voir si cette femme cachera sa douleur, si elle saura bien mourir? Je n'irais certes pas, mon ami, si j'avais été déjà chez elle. Mais elle ne recevra plus, sans doute, et tous les efforts que j'ai faits seraient superflus. Ma situation est bien différente de celle des autres. D'ailleurs, j'y vais pour vous aussi. Je vous attends. Si vous n'étiez pas près de moi dans 2 heures, je ne sais si je vous pardonnerais cette félonie. » Rastignac prit une plume et répondit ainsi. « J'attends un médecin pour savoir si votre père doit vivre encore. Il est mourant. J'irai vous porter l'arrêt, et j'ai peur que ce ne soit un arrêt de mort. Vous verrez si vous pouvez aller au bal. 1000 tendresses. » Le médecin vint à 8h30, et, sans donner un avis favorable, il ne pensa pas que la mort dût être imminente. Il annonça des mieux et des rechutes alternatives d'où dépendraient la vie et la raison du bonhomme. « Il vaudrait mieux qu'il mourût promptement », fut le dernier mot du docteur. Eugène confia le père Goriot aux soins de Bianchon et partit pour aller porter à madame de Nucingen les tristes nouvelles qui, dans son esprit encore imbu des devoirs de famille, devaient suspendre toute joie. « Dites-lui qu'elle s'amuse tout de même, » lui cria le père Goriot, qui paraissait assoupi, mais qui se dressa sur son séant au moment où Rastignac sortit. Le jeune homme se présenta navré de douleur à Delphine, et la trouva coiffée, chaussée, n'ayant plus que sa robe de bal à mettre. Mais, semblable aux coups de pinceau par lesquels les peintres achèvent leurs tableaux, les derniers apprêts voulaient plus de temps que n'en demandait le fond même de la toile. « Et quoi, vous n'êtes pas habillée ?» dit-elle. « Mais, madame, votre père… »« Encore mon père !» s'écria-t-elle en l'interrompant. « Mais vous ne m'apprendrez pas ce que je dois à mon père. Je connais mon père depuis longtemps. Pas un mot, Eugène. Je ne vous écouterai que quand vous aurez fait votre toilette. Thérèse a tout préparé chez vous. Ma voiture est prête, prenez-la. Revenez. Nous causerons de mon père en allant au bal. Il faut partir de bonne heure. Si nous sommes pris dans la file des voitures, nous serons bien heureux de faire notre entrée à 11 heures. Madame. Allez, pas un mot, dit-elle, courant dans son boudoir pour y prendre un collier. Mais allez donc, monsieur Eugène. Vous fâcherez madame, dit Thérèse, en poussant le jeune homme épouvanté de cet élégant parricide. Il alla s'habiller en faisant les plus tristes, les plus décourageantes réflexions. Il voyait le monde comme un océan de boue dans lequel un homme se plongeait jusqu'au cou s'il y trempait le pied. Il ne s'y commet que des crimes mesquins, se dit-il. Vautrin est plus grand. Il avait vu les 3 grandes expressions de la société, l'obéissance, la lutte et la révolte, la famille, le monde et Vautrin. Et il n'osait prendre parti. L'obéissance est ennuyeuse, la révolte impossible, et la lutte incertaine. Sa pensée le reporta au sein de sa famille. Il se souvint des pures émotions de cette vie calme, il se rappela les jours passés au milieu des êtres dont il était chéri. En se conformant aux lois naturelles du foyer domestique, ces chères créatures y trouvaient un bonheur plein, continu, sans angoisse. Malgré ses bonnes pensées, il ne se sentit pas le courage de venir confesser la foi des âmes pures à Delphine, en lui ordonnant la vertu au nom de l'amour. Déjà, son éducation commencée avait porté ses fruits. Il aimait égoïstement déjà. Son tact lui avait permis de reconnaître la nature du cœur de Delphine.
Il pressentait qu'elle était capable de marcher sur le corps de son père pour aller au bal, et il n'avait ni la force de jouer le rôle d'un raisonneur, ni le courage de lui déplaire, ni la vertu de la quitter. Elle ne me pardonnerait jamais d'avoir eu raison contre elle dans cette circonstance, se dit-il. Puis il commenta les paroles des médecins, il se plut à penser que le père Goriot n'était pas aussi dangereusement malade qu'il le croyait. Enfin, il entassa des raisonnements assassins pour justifier Delphine. Elle ne connaissait pas l'état dans lequel était son père. Le bonhomme lui-même la renverrait au bal, si elle l'allait voir. Souvent, la loi sociale, implacable dans sa formule, condamne là où le crime apparent est excusé par les innombrables modifications qu'introduisent au sein des familles la différence des caractères, la diversité des intérêts et des situations. Eugène voulait se tromper lui-même. Il était prêt à faire à sa maîtresse le sacrifice de sa conscience. Depuis 2 jours, tout était changé dans sa vie. La femme y avait jeté ses désordres, elle avait fait pâlir la famille, elle avait tout confisqué à son profit. Rastignac et Delphine s'étaient rencontrés dans les conditions voulues pour éprouver l'un par l'autre les plus vives jouissances. Leur passion bien préparée avait grandi par ce qui tue les passions, par la jouissance. En possédant cette femme, Eugène s'aperçut que, jusqu'alors, il ne l'avait que désirée, il ne l'aima qu'au lendemain du bonheur. L'amour n'est peut-être que la reconnaissance du plaisir. Infâme ou sublime, il adorait cette femme pour les voluptés qu'il lui avait apportées en dot, et pour toutes celles qu'il en avait reçues. De même que Delphine aimait Rastignac autant que Tantale aurait aimé l'ange qui serait venu satisfaire sa faim ou étancher la soif de son gosier desséché. « Eh bien, comment va mon père ?» lui dit madame de Nucingen quand il fut de retour et en costume de bal. « Extrêmement mal, répondit-il. Si vous voulez me donner une preuve de votre affection, nous courrons le voir. »« Eh bien, oui, dit-elle, mais après le bal. »« Mon bon Eugène, sois gentil, ne me fais pas de morale. Viens. » Ils partirent. Eugène resta silencieux pendant une partie du chemin. « Qu'avez-vous donc ?» dit-elle. « J'entends le râle de votre père, » répondit-il avec l'accent de la fâcherie. Et il se mit à raconter, avec la chaleureuse éloquence du jeune âge, la féroce action à laquelle madame de Restaud avait été poussée par la vanité, la crise mortelle que le dernier dévouement du père avait déterminée, et ce que coûterait la robe lamée d'Anastasie. Delphine pleurait. « Je vais être laide, pensa-t-elle. Ses larmes se séchèrent. « J'irai garder mon père, je ne quitterai pas son chevet, reprit-elle. « Ah, te voilà comme je te voulais, s'écria Rastignac. Les lanternes de 500 voitures éclairaient les abords de l'hôtel de Beauséant. De chaque côté de la porte illuminée piaffait un gendarme. Le grand monde affluait si abondamment, et chacun mettait tant d'empressement à voir cette grande femme au moment de sa chute, que les appartements, situés au rez-de-chaussée de l'hôtel, étaient déjà pleins quand madame de Nucingen et Rastignac s'y présentèrent. Depuis le moment où toute la cour se rua chez la grande mademoiselle à qui Louis XIV arrachait son amant, nul désastre de cœur ne fut plus éclatant que ne l'était celui de madame de Beauséant. En cette circonstance, la dernière fille de la quasi-royale maison de Bourgogne se montra supérieure à son mal, et domina jusqu'à son dernier moment le monde dont elle n'avait accepté les vanités que pour les faire servir au triomphe de sa passion. Les plus belles femmes de Paris animaient les salons de leurs toilettes et de leurs sourires. Les hommes les plus distingués de la cour, les ambassadeurs, les ministres, les gens illustrés en tout genre, chamarrés de croix, de plaques, de cordons multicolores, se pressaient autour de la vicomtesse. L'orchestre faisait résonner les motifs de sa musique sous les lambris dorés de ce palais, désert pour sa reine. Madame de Beauséant se tenait debout devant son premier salon pour recevoir ses prétendus amis. Vêtue de blanc, sans aucun ornement dans ses cheveux simplement nattés, elle semblait calme et n'affichait ni douleur, ni fierté, ni fausse joie. Personne ne pouvait lire dans son âme. Vous eussiez dit d'une niobé de marbre. Son sourire à ses intimes amis fut parfois railleur, mais elle parut à tous semblable à elle-même, et se montra si bien ce qu'elle était quand le bonheur la parait de ses rayons, que les plus insensibles l'admirèrent
comme les jeunes romaines applaudissaient le gladiateur qui savait sourire en expirant. Le monde semblait s'être paré pour faire ses adieux à l'une de ses souveraines. « Je tremblais que vous ne vinssiez pas, » dit-elle à Rastignac. « Madame, » répondit-il d'une voix émue en prenant ce mot pour un reproche, « je suis venu pour rester le dernier. »« Bien, » dit-elle en lui prenant la main, « vous êtes peut-être ici le seul auquel je puisse me fier. Mon ami, aimez une femme que vous puissiez aimer toujours. N'en abandonnez aucune. » Elle prit le bras de Rastignac et le mena sur un canapé, dans le salon où l'on jouait. « Allez, lui dit-elle, chez le marquis. Jacques, mon valet de chambre, vous y conduira et vous remettra une lettre pour lui. Je lui demande ma correspondance. Il vous la remettra tout entière. J'aime à le croire. Si vous avez mes lettres, montez dans ma chambre. On me préviendra. » Elle se leva pour aller au-devant de la duchesse de Langeais, sa meilleure amie, qui venait aussi. Rastignac partit, fit demander le marquis d'Ajuda à l'hôtel de Rochefide, où il devait passer la soirée, et où il le trouva. Le marquis l'emmena chez lui, remit une boîte à l'étudiant, et lui dit « Elles y sont toutes. » Il parut vouloir parler à Eugène, soit pour le questionner sur les événements du bal et sur la vicomtesse, soit pour lui avouer que déjà peut-être il était au désespoir de son mariage, comme il le fut plus tard. Mais un éclair d'orgueil brilla dans ses yeux, et il eut le déplorable courage de garder le secret sur ses plus nobles sentiments. « Ne lui dites rien de moi, mon cher Eugène. » Il pressa la main de Rastignac par un mouvement affectueusement triste, et lui fit signe de partir. Eugène revint à l'hôtel de Beauséant et fut introduit dans la chambre de la vicomtesse, où il vit les apprêts d'un départ. Il s'assit auprès du feu, regarda la cassette en cèdre et tomba dans une profonde mélancolie. Pour lui, madame de Beauséant avait les proportions des déesses de l'Iliade. « Ah, mon ami, » dit la vicomtesse en entrant et appuyant sa main sur l'épaule de Rastignac. Il aperçut sa cousine en pleurs, les yeux levés, une main tremblante, l'autre levée. Elle prit tout à coup la boîte, la plaça dans le feu et la vit brûler. « Ils dansent. Ils sont venus tous bien exactement, tandis que la mort viendra tard. »« Chut, mon ami, » dit-elle en mettant un doigt sur la bouche de Rastignac, prêt à parler. « Je ne verrai plus jamais ni Paris ni le monde. À 5 heures du matin, je vais partir pour aller m'ensevelir au fond de la Normandie. Depuis 3 heures après-midi, j'ai été obligée de faire mes préparatifs, signer des actes, voir à des affaires. Je ne pouvais envoyer personne chez... » Elle s'arrêta. Il était sûr qu'on le trouverait chez... Elle s'arrêta encore, accablée de douleur. En ces moments, tout est souffrance, et certains mots sont impossibles à prononcer. « Enfin, » reprit-elle, « je comptais sur vous ce soir pour ce dernier service. Je voudrais vous donner un gage de mon amitié. Je penserai souvent à vous, qui m'avez paru bon et noble, jeune et candide au milieu de ce monde où ces qualités sont si rares. Je souhaite que vous songiez quelquefois à moi. Tenez, dit-elle en jetant les yeux autour d'elle. Voici le coffret où je mettais mes gants. Toutes les fois que j'en ai pris avant d'aller au bal ou au spectacle, je me sentais belle, parce que j'étais heureuse. Et je n'y touchais que pour y laisser quelques pensées gracieuses. Il y a beaucoup de moi là-dedans. Il y a toute une madame de Beauséant qui n'est plus. Acceptez-le. J'aurai soin qu'on le porte chez vous, rue d'Artois. Madame de Nucingen est fort bien ce soir. Aimez-la bien. Si nous ne nous voyons plus, mon ami, soyez sûr que je ferai des vœux pour vous, qui avez été bon pour moi. Descendons. Je ne veux pas leur laisser croire que je pleure. J'ai l'éternité devant moi, j'y serai seule, et personne ne m'y demandera compte de mes larmes. Encore un regard à cette chambre. Elle s'arrêta, puis, après s'être un moment caché les yeux avec sa main, elle se les essuya, les baigna d'eau fraîche, et prit le bras de l'étudiant. « Marchons, » dit-elle. Rastignac n'avait pas encore senti d'émotion aussi violente que fut le contact de cette douleur si noblement contenue. En rentrant dans le bal, Eugène en fit le tour avec madame de Beauséant,
dernière et délicate attention de cette gracieuse femme. Bientôt, il aperçut les deux sœurs, madame de Restaud et madame de Nucingen. La comtesse était magnifique, avec tous ses diamants étalés, qui, pour elle, étaient brûlants sans doute. Elle les portait pour la dernière fois. Quelque puissants que fussent son orgueil et son amour, elle ne soutenait pas bien les regards de son mari. Ce spectacle n'était pas de nature à rendre les pensées de Rastignac moins tristes. Il revit alors, sous les diamants des deux sœurs, le grabat sur lequel gisait le père Goriot. Son attitude mélancolique ayant trompé la vicomtesse, elle lui retira son bras. « Allez, je ne veux pas vous coûter un plaisir, dit-elle. Eugène fut bientôt réclamée par Delphine, heureuse de l'effet qu'elle produisait, et jalouse de mettre aux pieds de l'étudiant les hommages qu'elle recueillait dans ce monde où elle espérait être adoptée. « Comment trouvez-vous Nasie ?» lui dit-elle. « Elle a, dit Rastignac, escompté jusqu'à la mort de son père. » Vers 4 heures du matin, la foule des salons commençait à s'éclaircir. Bientôt, la musique ne se fit plus entendre. La duchesse de Langeais et Rastignac se trouvèrent seuls dans le grand salon. La vicomtesse, croyant n'y rencontrer que l'étudiant, y vint après avoir dit adieu à monsieur de Beauséant, qui s'alla coucher en lui répétant « Vous avez tort, ma chère, d'aller vous enfermer à votre âge. Restez donc avec nous. » En voyant la duchesse, madame de Beauséant ne put retenir une exclamation. « Je vous ai deviné, Clara, » dit madame de Langeais. « Vous partez pour ne plus revenir. Mais vous ne partirez pas sans m'avoir entendue et sans que nous nous soyons comprises. » Elle prit son amie par le bras, l'emmena dans le salon voisin, et là, la regardant avec des larmes dans les yeux, elle la serra dans ses bras et la baisa sur les joues. « Je ne veux pas vous quitter froidement, ma chère. Ce serait un remords trop lourd. Vous pouvez compter sur moi comme sur vous-même. Vous avez été grande ce soir. Je me suis sentie digne de vous et veux vous le prouver. J'ai eu des torts envers vous. Je n'ai pas toujours été bien. Pardonnez-moi, ma chère. Je désavoue tout ce qui a pu vous blesser. Je voudrais reprendre mes paroles. Une même douleur a réuni nos âmes, et je ne sais qui de nous sera la plus malheureuse. Monsieur de Montriveau n'était pas ici ce soir, comprenez-vous? Qui vous a vu pendant ce bal, Clara, ne vous oubliera jamais. Moi, je tente un dernier effort. Si j'échoue, j'irai dans un couvent. Où allez-vous, vous? En Normandie, à Courcelles, aimer, prier, jusqu'au jour où Dieu me retirera de ce monde. « Venez, monsieur de Rastignac, » dit la vicomtesse d'une voix émue, en pensant que ce jeune homme attendait. L'étudiant plia le genou, prit la main de sa cousine et la baisa. « Antoinette, adieu, » reprit madame de Beauséant, « soyez heureuse. Quant à vous, vous l'êtes, vous êtes jeune, vous pouvez croire à quelque chose, » dit-elle à l'étudiant. « À mon départ de ce monde, j'aurais eu, comme quelques mourants privilégiés, de religieuses, de sincères émotions autour de moi. » Rastignac s'en alla vers 5 heures, après avoir vu madame de Beauséant dans sa berline de voyage, après avoir reçu son dernier adieu mouillé de larmes qui prouvait que les personnes les plus élevées ne sont pas mises hors de la loi du cœur et ne vivent pas sans chagrin, comme quelques courtisans du peuple voudraient le lui faire croire. Eugène revint à pied vers la maison Vauquier, par un temps humide et froid. Son éducation s'achevait. « Nous ne sauverons pas le pauvre père Goriot, » lui dit Bianchon quand Rastignac entra chez son voisin. « Mon ami, » lui dit Eugène, après avoir regardé le vieillard endormi, « va, poursuis la destinée modeste à laquelle tu bornes tes désirs. Moi, je suis en enfer, et il faut que j'y reste. Quelque mal que l'on te dise du monde, crois-le. Il n'y a pas de Juvénal qui puisse en peindre l'horreur couverte d'or et de pierreries. » Le lendemain, Rastignac fut éveillé sur les 2 heures après-midi par Bianchon, qui, forcé de sortir, le pria de garder le père Goriot, dont l'état avait fort empiré pendant la matinée. « Le bonhomme n'a pas 2 jours, n'a peut-être pas 6 heures à vivre, » dit l'élève en médecine. « Et cependant, nous ne pouvons pas cesser de combattre le mal. Il va falloir lui donner des soins coûteux. Nous serons bien ses gardes-malades, mais je n'ai pas le sou, moi. J'ai retourné mes poches, fouillé ses armoires. 0 au quotient. »
Je l'ai questionné dans un moment où il avait sa tête. Il m'a dit ne pas avoir un liard à lui. Qu'as-tu, toi ? Il me reste 20 francs, répondit Rastignac. Mais j'irai les jouer, je gagnerai. Si tu perds, je demanderai de l'argent à ses gendres et à ses filles. Et s'il ne t'en donne pas, reprit Bianchon. Le plus pressé dans ce moment n'est pas de trouver de l'argent. Il faut envelopper le bonhomme d'un sinapisme bouillant depuis les pieds jusqu'à la moitié des cuisses. S'il crie, il y aura de la ressource. Tu sais comment cela s'arrange. D'ailleurs, Christophe t'aidera. Moi, je passerai chez l'apothicaire répondre de tous les médicaments que nous y prendrons. Il est malheureux que le pauvre homme n'ait pas été transportable à notre hospice. Il y aurait été mieux. Allons, viens que je t'installe, et ne le quitte pas que je ne sois revenu. Les deux jeunes gens entrèrent dans la chambre où gisait le vieillard. Eugène fut effrayé du changement de cette face convulsée, blanche et profondément débile. « Eh bien, papa, lui dit-il en se penchant sur le grabat. Goriot leva sur Eugène des yeux ternes et le regarda fort attentivement sans le reconnaître. L'étudiant ne soutint pas ce spectacle, des larmes humectèrent ses yeux. « Bianchon, ne faudrait-il pas des rideaux aux fenêtres ? Non, les circonstances atmosphériques ne l'affectent plus. Ce serait trop heureux s'il avait chaud ou froid. Néanmoins, il nous faut du feu pour faire les tisanes et préparer bien des choses. Je t'enverrai des falourdes qui nous serviront jusqu'à ce que nous ayons du bois. Hier et cette nuit, j'ai brûlé le tien et toutes les mottes du pauvre homme. Il faisait humide, l'eau dégouttait des murs. À peine ai-je pu sécher la chambre. Christophe l'a balayée. C'est vraiment une écurie. J'y ai brûlé du genièvre, ça puait trop. Mon Dieu, dit Rastignac, mais ces filles. Tiens, s'il demande à boire, tu lui donneras de ceci, dit l'interne en montrant à Rastignac un grand pot blanc. Si tu l'entends se plaindre et que le ventre soit chaud et dur, tu te feras aider par Christophe pour lui administrer. Tu sais. S'il avait, par hasard, une grande exaltation, s'il parlait beaucoup, s'il avait enfin un petit brin de démence, laisse-le aller. Ce ne sera pas un mauvais signe. Mais envoie Christophe à l'hospice Cochin. Notre médecin, mon camarade ou moi, nous viendrions lui appliquer des moxas. Nous avons fait ce matin, pendant que tu dormais, une grande consultation avec un élève du docteur Gall, avec un médecin en chef de l'Hôtel-Dieu et le nôtre. Ces messieurs ont cru reconnaître de curieux symptômes, et nous allons suivre les progrès de la maladie, afin de nous éclairer sur plusieurs points scientifiques assez importants. Un de ces messieurs prétend que la pression du sérum, si elle portait plus sur un organe que sur un autre, pourrait développer des faits particuliers. Écoute-le donc bien au cas où il parlerait, afin de constater à quel genre d'idées appartiendraient ses discours. Si c'est des effets de mémoire, de pénétration, de jugement, s'il s'occupe de matérialité ou de sentiment, s'il calcule, s'il revient sur le passé. Enfin, sois en état de nous faire un rapport exact. Il est possible que l'invasion ait lieu en bloc. Il mourra imbécile comme il est en ce moment. Tout est bien bizarre dans ces sortes de maladies. Si la bombe crevait par ici, dit Bianchon en montrant l'occiput du malade. Il y a des exemples de phénomènes singuliers. Le cerveau recouvre quelques-unes de ses facultés et la mort est plus lente à se déclarer. Les sérosités peuvent se détourner du cerveau, prendre des routes dont on ne connaît le cours que par l'autopsie. Il y a aux incurables un vieillard hébété chez qui l'épanchement a suivi la colonne vertébrale. Il souffre horriblement, mais il vit. « Se sont-elles bien amusées ?» dit le père Goriot, qui reconnut Eugène. « Oh, il ne pense qu'à ses filles, » dit Bianchon. « Il m'a dit plus de 100 fois cette nuit, elle danse, elle a sa robe. » Il les appelait par leur nom. Il me faisait pleurer, diable m'emporte, avec ses intonations. « Delphine, ma petite Delphine, Nasie. » Ma parole d'honneur, dit l'élève en médecine. C'était à fondre en larmes. « Delphine, dit le vieillard, elle est là, n'est-ce pas ? Je le savais bien. » Et ses yeux recouvrèrent une activité folle pour regarder les murs et la porte. « Je descends dire à Sylvie de préparer les sinapismes, » cria Bianchon. « Le moment est favorable. » Rastignac resta seul près du vieillard, assis au pied du lit,
les yeux fixés sur cette tête effrayante et douloureuse à voir. Madame de Beauséant s'enfuit, celui-ci se meurt, dit-il. Les belles âmes ne peuvent pas rester longtemps en ce monde. Comment les grands sentiments s'allieraient-ils, en effet, à une société mesquine, petite, superficielle ? Les images de la fête à laquelle il avait assisté se représentèrent à son souvenir et contrastèrent avec le spectacle de ce lit de mort. Bianchon reparut soudain. « Dis donc, Eugène, je viens de voir notre médecin en chef, et je suis revenu toujours courant. S'il se manifeste des symptômes de raison, s'il parle, couche-le sur un long synapisme, de manière à l'envelopper de moutarde depuis la nuque jusqu'à la chute des reins, et fais-nous appeler. »« Cher Bianchon, dit Eugène. « Oh, il s'agit d'un fait scientifique, reprit l'élève en médecine avec toute l'ardeur d'un néophyte. « Allons, dit Eugène, je serai donc le seul à soigner ce pauvre vieillard par affection. »« Si tu m'avais vu ce matin, tu ne dirais pas cela, reprit Bianchon sans s'offenser du propos. Les médecins qui ont exercé ne voient que la maladie. Moi, je vois encore le malade, mon cher garçon. » Il s'en alla, laissant Eugène seul avec le vieillard, et dans l'appréhension d'une crise qui ne tarda pas à se déclarer. « Ah, c'est vous, mon cher enfant, dit le père Goriot en reconnaissant Eugène. « Allez-vous mieux » demanda l'étudiant en lui prenant la main. « Oui, j'avais la tête serrée comme dans un étau, mais elle se dégage. Avez-vous vu mes filles ? Elles vont venir bientôt, elles accourront aussitôt qu'elles me seront malades. Elles m'ont tant soignée rue de la Jussienne. Mon Dieu, je voudrais que ma chambre fût propre pour les recevoir. Il y a un jeune homme qui m'a brûlé toutes mes mottes. »« J'entends, Christophe, lui dit Eugène. Il vous monte du bois que ce jeune homme vous envoie. Bon, mais comment payer le bois ? Je n'ai pas un sou, mon enfant. J'ai tout donné, tout. Je suis à la charité. La robe lamée était-elle belle, au moins ? Ah, je souffre. Merci, Christophe. Dieu vous récompensera, mon garçon. Moi, je n'ai plus rien. Je te payerai bien, toi et Sylvie, dit Eugène à l'oreille du garçon. Mes filles vous ont dit qu'elles allaient venir, n'est-ce pas, Christophe ? Vas-y encore, je te donnerai 100 sous. Dis-leur que je ne me sens pas bien, que je voudrais les embrasser, les voir encore une fois avant de mourir. Dis-leur cela, mais sans trop les effrayer. Christophe partit sur un signe de Rastignac. « Elles vont venir, reprit le vieillard. Je les connais. Cette bonne Delphine, si je meurs, quel chagrin je lui causerai. Nasie aussi. Je ne voudrais pas mourir pour ne pas les faire pleurer. Mourir, mon bon Eugène, c'est ne plus les voir. Là où l'on s'en va, je m'ennuierais bien. Pour un père, l'enfer, c'est d'être sans enfant. Et j'ai déjà fait mon apprentissage depuis qu'elles sont mariées. Mon paradis était rue de la Jussienne. Dites donc, si je vais en paradis, je pourrais revenir sur terre en esprit autour d'elles. J'ai entendu dire de ces choses-là. Sont-elles vraies ? Je crois les voir en ce moment telles qu'elles étaient rue de la Jussienne. Elles descendaient le matin. « Bonjour, papa », disait-elle. Je les prenais sur mes genoux. Je leur faisais 1000 agaceries, des niches. Elles me caressaient gentiment. Nous déjeunions tous les matins ensemble, nous dînions. Enfin, j'étais père. Je jouissais de mes enfants. Quand elles étaient rue de la Jussienne, elles ne raisonnaient pas. Elles ne savaient rien du monde. Elles m'aimaient bien. Mon Dieu, pourquoi ne sont-elles pas toujours restées petites ? Oh, je souffre, la tête me tire. Ah, pardon, mes enfants, je souffre horriblement, et il faut que ce soit de la vraie douleur. Vous m'avez rendu bien dur au mal. Mon Dieu, si j'avais seulement leurs mains dans les miennes, je ne sentirais point mon mal. Croyez-vous qu'elles viennent ? Christophe est si bête, j'aurais dû y aller moi-même. Il va les voir, lui. Mais vous avez été hier au bal. Dites-moi donc comment elles étaient. Elles ne savaient rien de ma maladie, n'est-ce pas ? Elles n'auraient pas dansé, pauvres petites. Oh, je ne veux plus être malade. Elles ont encore trop besoin de moi. Leurs fortunes sont compromises. Et à quel mari sont-elles livrées ? Guérissez-moi, guérissez-moi. Oh, que je souffre. Ah. Voyez-vous,
Il faut me guérir parce qu'il leur faut de l'argent, et je sais où aller en gagner. J'irai faire de l'amidon en aiguille à Odessa. Je suis un malin, je gagnerai des millions. Oh, je souffre trop. » Goriot garda le silence pendant un moment, en paraissant faire tous ses efforts pour rassembler ses forces afin de supporter la douleur. « Si elles étaient là, je ne me plaindrais pas, dit-il. Pourquoi donc me plaindre ? » Un léger assoupissement survint et dura longtemps. Christophe revint. Rastignac, qui croyait le père Goriot endormi, laissa le garçon lui rendre compte à haute voix de sa mission. « Monsieur, dit-il, je suis d'abord allé chez madame la comtesse, à laquelle il m'a été impossible de parler. Elle était dans de grandes affaires avec son mari. Comme j'insistais, monsieur de Restaud est venu lui-même. Il m'a dit comme ça. « Monsieur Goriot se meurt ? Eh bien, c'est ce qu'il a de mieux à faire. J'ai besoin de madame de Restaud pour terminer des affaires importantes. Elle ira quand tout sera fini. » Il avait l'air en colère, ce monsieur-là. J'allais sortir lorsque madame est entrée dans l'antichambre par une porte que je ne voyais pas et m'a dit « Christophe, dis à mon père que je suis en discussion avec mon mari. Je ne puis pas le quitter. Il s'agit de la vie ou de la mort de mes enfants. Mais aussitôt que tout sera fini, j'irai. Quant à madame la baronne, autre histoire. Je ne l'ai point vue. Et je n'ai pas pu lui parler. « Ah, me dit la femme de chambre, madame est rentrée du bal à 5h15. Elle dort. Si je l'éveille avant midi, elle me grondera. Je lui dirai que son père va plus mal quand elle me sonnera. Pour une mauvaise nouvelle, il est toujours temps de la lui dire. J'ai eu beau prier. Ah ouin, j'ai demandé à parler à monsieur le baron, il était sorti. »« Aucune de ces filles ne viendrait ?» s'écria Rastignac. « Je vais écrire à toutes deux. »« Aucune, » répondit le vieillard en se dressant sur son séant. « Elles ont des affaires, elles dorment, elles ne viendront pas. Je le savais. Il faut mourir pour savoir ce que c'est que des enfants. Ah, mon ami, ne vous mariez pas, n'ayez pas d'enfants. Vous leur donnez la vie, elles vous donnent la mort. Vous les faites entrer dans le monde, elles vous en chassent. Non, elles ne viendront pas. Je sais cela depuis 10 ans. Je me le disais quelquefois, mais je n'osais pas y croire. » Une larme roula dans chacun de ses yeux, sur la bordure rouge, sans en tomber. « Ah, si j'étais riche, si j'avais gardé ma fortune, si je ne la leur avais pas donnée, elles seraient là, elles me lécheraient les joues de leurs baisers. Je demeurerais dans un hôtel, j'aurais de belles chambres, des domestiques, du feu à moi, et elles seraient tout en larmes avec leurs maris, leurs enfants. J'aurais tout cela, mais rien. L'argent donne tout, même des filles. Oh, mon argent, où est-il ? Si j'avais des trésors à laisser, elles me penseraient, elles me soigneraient, je les entendrais, je les verrais. Ah, mon cher enfant, mon seul enfant, j'aime mieux mon abandon et ma misère. Au moins, quand un malheureux est aimé, il est bien sûr qu'on l'aime. Non, je voudrais être riche, je les verrais. Ma foi, qui sait ? Elles ont toutes les deux des cœurs de roche. J'avais trop d'amour pour elles, pour qu'elles en eussent pour moi. Un père doit être toujours riche. Il doit tenir ses enfants en bride comme des chevaux sournois. Et j'étais à genoux devant elles. Les misérables. Elles couronnent dignement leur conduite envers moi depuis 10 ans. Si vous saviez comme elles étaient aux petits soins pour moi dans les premiers temps de leur mariage. Oh, je souffre un cruel martyre. Je venais de leur donner à chacune près de 800 000 francs. Elles ne pouvaient pas, ni leur mari non plus, être rudes avec moi. L'eau me recevait. Mon père par-ci, mon cher père par-là. Mon couvert était toujours mis chez elles. Enfin, je dînais avec leur mari, qui me traitait avec considération. J'avais l'air d'avoir encore quelque chose. Pourquoi ça ? Je n'avais rien dit de mes affaires. Un homme qui donne 800 000 francs à ses 2 filles était un homme à soigner. Et l'on était aux petits soins, mais c'était pour mon argent. Le monde n'est pas beau. J'ai vu cela, moi. L'on me menait en voiture au spectacle, et je restais comme je voulais aux soirées.
Enfin, elles se disaient mes filles. Et elles m'avouaient pour leur père. J'ai encore ma finesse, allez, et rien ne m'est échappé. Tout a été à son adresse et m'a percé le cœur. Je voyais bien que c'était des frimes, mais le mal était sans remède. Je n'étais pas chez elle aussi à l'aise qu'à la table d'en bas. Je ne savais rien dire. Aussi, quand quelques-uns de ces gens du monde demandaient à l'oreille de mes gendres « Qui est-ce que ce monsieur-là ?»« C'est le père aux écus, il est riche. »« Ah, diable !» disait-on, et l'on me regardait avec le respect dû aux écus. Mais si je les gênais quelquefois un peu, je rachetais bien mes défauts. D'ailleurs, qui donc est parfait ? Ma tête est une plaie. Je souffre en ce moment ce qu'il faut souffrir pour mourir, mon cher monsieur Eugène. Eh bien, ce n'est rien en comparaison de la douleur que m'a causé le premier regard par lequel Anastasie m'a fait comprendre que je venais de dire une bêtise qui l'humiliait. Son regard m'a ouvert toutes les veines. J'aurais voulu tout savoir, mais ce que j'ai bien su, c'est que j'étais de trop sur terre. Le lendemain, je suis allé chez Delphine pour me consoler, et voilà que j'y fais une bêtise qui me l'a mise en colère. J'en suis devenu comme fou. J'ai été 8 jours ne sachant plus ce que je devais faire. Je n'ai pas osé les aller voir, de peur de leurs reproches. Et me voilà à la porte de mes filles. Oh mon Dieu, puisque tu connais les misères, les souffrances que j'ai endurées, puisque tu as compté les coups de poignard que j'ai reçus, dans ce temps qui m'a vieilli, changé, tué, blanchi, pourquoi me fais-tu donc souffrir aujourd'hui ? J'ai bien expié le péché de les trop aimer. Elles se sont bien vengées de mon affection, elles m'ont tenaillé comme des bourreaux. Eh bien, les pères sont si bêtes. Je les aimais tant que j'y suis retourné comme un joueur au jeu. Mes filles, c'était mon vice à moi. Elles étaient mes maîtresses, enfin tout. Elles avaient toutes les deux besoin de quelque chose, de parure. Les femmes de chambre me le disaient, et je les donnais pour être bien reçues. Mais elles m'ont fait tout de même quelques petites leçons sur ma manière d'être dans le monde. Oh, elles n'ont pas attendu le lendemain. Elles commençaient à rougir de moi. Voilà ce que c'est que de bien élever ses enfants. À mon âge, je ne pouvais pourtant pas aller à l'école. Je souffre horriblement, mon Dieu. Les médecins, si l'on m'ouvrait la tête, je souffrirais moins. Mes filles, Anastasie, Delphine, je veux les voir. Envoyez-les chercher par la gendarmerie, de force. La justice est pour moi, tout est pour moi. La nature, le code civil. Je proteste. La patrie périra si les pères sont foulés aux pieds. Cela est clair. La société, le monde roule sur la paternité. Tout croule si les enfants n'aiment pas leur père. Oh, les voir, les entendre. N'importe ce qu'elles me diront, pourvu que j'entende leur voix, ça calmera mes douleurs. Delphine surtout. Mais dites-leur, quand elles seront là, de ne pas me regarder froidement comme elles font. Ah, mon bon ami, monsieur Eugène, vous ne savez pas ce que c'est que de trouver l'or du regard changé tout à coup en plomb gris. Depuis le jour où leurs yeux n'ont plus rayonné sur moi, j'ai toujours été en hiver ici. Je n'ai plus eu que des chagrins à dévorer, et je les ai dévorés. J'ai vécu pour être humilié, insulté. Je les aime tant que j'avalais tous les affronts par lesquels elles me vendaient une pauvre petite jouissance honteuse. Un père se cachait pour voir ses filles. Je leur ai donné ma vie. Elles ne me donneront pas une heure aujourd'hui. J'ai soif, j'ai faim, le cœur me brûle. Elles ne viendront pas rafraîchir mon agonie, car je meurs, je le sens. Mais elles ne savent donc pas ce que c'est que de marcher sur le cadavre de son père. Il y a un Dieu dans les cieux, il nous venge malgré nous, nous autres pères. Oh, elles viendront. Venez, mes chéris, venez encore me baiser, un dernier baiser. Le viatique de votre père, qui priera Dieu pour vous, qui lui dira que vous avez été de bonnes filles, qui plaidera pour vous. Après tout, vous êtes innocentes. Elles sont innocentes, mon ami. Dites-le bien à tout le monde, qu'on ne les inquiète pas à mon sujet. Tout est de ma faute. Je les ai habituées à me fouler aux pieds. J'aimais cela, moi. Ça ne regarde personne, ni la justice humaine, ni la justice divine.
Dieu serait injuste s'il les condamnait à cause de moi. Je n'ai pas su me conduire. J'ai fait la bêtise d'abdiquer mes droits. Je me serais avilie pour elle. Que voulez-vous? Le plus beau naturel, les meilleures âmes auraient succombé à la corruption de cette facilité paternelle. Je suis un misérable, je suis justement puni. Moi seul ai causé les désordres de mes filles, je les ai gâtées. Elles veulent aujourd'hui le plaisir, comme elles voulaient autrefois du bonbon. Je leur ai toujours permis de satisfaire leurs fantaisies de jeunes filles. À 15 ans, elles avaient voiture. Rien ne leur a résisté. Moi seul suis coupable, mais coupable par amour. Leur voix m'ouvrait le cœur. Je les entends. Elles viennent. Oh oui, elles viendront. La loi veut qu'on vienne voir mourir son père. La loi est pour moi. Puis, ça ne coûtera qu'une course. Je la payerai. Écrivez-leur que j'ai des millions à leur laisser. Parole d'honneur. J'irai faire des pâtes d'Italie à Odessa. Je connais la manière. Il y a, dans mon projet, des millions à gagner. Personne n'y a pensé. Ça ne se gâtera point dans le transport, comme le blé ou comme la farine. Et l'amidon, il y aura là des millions. Vous ne mentirez pas, dites-leur des millions. Et quand même elles viendraient par avarice, j'aime mieux être trompée, je les verrai. Je veux mes filles. Je les ai faites, elles sont à moi, dit-il en se dressant sur son séant, en montrant à Eugène une tête dont les cheveux blancs étaient épars et qui menaçait par tout ce qui pouvait exprimer la menace. « Allons, lui dit Eugène, recouchez-vous, mon bon père Goriot, je vais leur écrire. Aussitôt que Bianchon sera de retour, j'irai si elles ne viennent pas. »« Si elles ne viennent pas, répéta le vieillard en sanglotant, mais je serai mort, mort dans un accès de rage, de rage. La rage me gagne. En ce moment, je vois ma vie entière. Je suis dupe. Elles ne m'aiment pas, elles ne m'ont jamais aimé. Cela est clair. Si elles ne sont pas venues, elles ne viendront pas. Plus elles auront tardé, moins elles se décideront à me faire cette joie. Je les connais. Elles n'ont jamais rien su deviner de mes chagrins, de mes douleurs, de mes besoins. Elles ne devineront pas plus ma mort. Elles ne sont seulement pas dans le secret de ma tendresse. Oui, je le vois, pour elles, l'habitude de m'ouvrir les entrailles a ôté du prix à tout ce que je faisais. Elles auraient demandé à me crever les yeux, je leur aurais dit « Crevez-les !» Je suis trop bête. Elles croient que tous les pères sont comme le leur. Il faut toujours se faire valoir. Leurs enfants me vengeront. Mais c'est dans leur intérêt de venir ici. Prévenez-les donc qu'elles compromettent leur agonie. Elles commettent tous les crimes en un seul. Mais allez donc, dites-leur donc que ne pas venir, c'est un parricide. Elles en ont assez commis, sans ajouter celui-là. Criez donc comme moi, « Hé, Nasie, hé, Delphine ! Venez à votre père qui a été si bon pour vous et qui souffre. » Rien, personne. Mourrai-je donc comme un chien? Voilà ma récompense, l'abandon. Ce sont des infâmes, des scélérates. Je les abomine, je les maudis. Je me relèverai la nuit de mon cercueil pour les remaudir, car enfin, mes amis, ai-je tort? Elles se conduisent bien mal, hein? Qu'est-ce que je dis? Ne m'avez-vous pas averti que Delphine est là? C'est la meilleure des deux. Vous êtes mon fils, Eugène, vous. Aimez-la, soyez un père pour elle. L'autre est bien malheureuse. Et leur fortune. Ah, mon Dieu, j'expire, je souffre un peu trop. Coupez-moi la tête. Laissez-moi seulement le cœur. Christophe, allez chercher Bianchon, s'écria Eugène, épouvanté du caractère que prenaient les plaintes et les cris du vieillard. Et ramenez-moi un cabriolet. Je vais aller chercher vos filles, mon bon père Goriot, je vous les ramènerai. De force, demandez la garde, la ligne, tout, dit-il en jetant à Eugène un dernier regard où brilla la raison. Dites au gouvernement, au procureur du roi, qu'on me les amène, je le veux. Mais vous les avez maudites. Qui est-ce qui a dit cela? Répondit le vieillard, stupéfait. Vous savez bien que je les aime, je les adore. Je suis guéri si je les vois. Allez, mon bon voisin, mon cher enfant, allez,
Vous êtes bon, vous. Je voudrais vous remercier, mais je n'ai rien à vous donner que les bénédictions d'un mourant. Ah, je voudrais au moins voir Delphine pour lui dire de m'acquitter envers vous. Si l'autre ne peut pas, amenez-moi celle-là. Dites-lui que vous ne l'aimerez plus si elle ne veut pas venir. Elle vous aime tant qu'elle viendra. À boire, les entrailles me brûlent. Mettez-moi quelque chose sur la tête. La main de mes filles, ça me sauverait, je le sens. Mon Dieu, qui refera leur fortune si je m'en vais? Je veux aller à Odessa pour elles, à Odessa y faire des pâtes. Buvez ceci, dit Eugène en soulevant le moribond et le prenant dans son bras gauche, tandis que de l'autre il tenait une tasse pleine de tisane. Vous devez aimer votre père et votre mère, vous, dit le vieillard en serrant de ses mains défaillantes la main d'Eugène. Comprenez-vous que je vais mourir sans les voir, mes filles? Avoir soif toujours, et ne jamais boire, voilà comment j'ai vécu depuis 10 ans. Mes 2 gendres ont tué mes filles. Oui, je n'ai plus eu de filles après qu'elles ont été mariées. Père, dites aux chambres de faire une loi sur le mariage. Enfin, ne mariez pas vos filles si vous les aimez. Le gendre est un scélérat qui gâte tout chez une fille. Il souille tout. Plus de mariage. C'est ce qui nous enlève nos filles, et nous ne les avons plus quand nous mourrons. Faites une loi sur la mort des pères. C'est épouvantable, ceci. Vengeance. Ce sont mes gendres qui les empêchent de venir. Tuez-les. À mort le Restaud, à mort l'Alsacien. Ils sont mes assassins. La mort ou mes filles. Ah, c'est fini. Je meurs sans elles. Elles. Nasie, Fifine. Allons, venez donc. Votre papa sort. Mon bon père Goriot, calmez-vous. Voyons, restez tranquille. Ne vous agitez pas, ne pensez pas. Ne pas les voir, voilà l'agonie. Vous allez les voir. Vrai? Cria le vieillard égaré. Oh, les voir. Je vais les voir, entendre leur voix. Je mourrai heureux. Eh bien, oui, je ne demande plus à vivre. Je n'y tenais plus, les peines allaient croissant. Mais les voir, toucher leurs robes. Ah, rien que leurs robes, c'est bien peu. Mais que je sente quelque chose d'elles. Faites-moi prendre les cheveux. Il tomba la tête sur l'oreiller comme s'il recevait un coup de massue. Ses mains s'agitèrent sur la couverture comme pour prendre les cheveux de ses filles. « Je les bénis, dit-il en faisant un effort. « Bénis. » Il s'affaissa tout à coup. En ce moment, Bianchon entra. « J'ai rencontré Christophe, dit-il. Il va t'amener une voiture. » Puis il regarda le malade, lui souleva de force les paupières, et les 2 étudiants lui virent un œil sans chaleur et terne. « Il n'en reviendra pas, dit Bianchon. « Je ne crois pas. » Il prit le pouls, le tâta, mit la main sur le cœur du bonhomme. « La machine va toujours, mais dans sa position, c'est un malheur. Il vaudrait mieux qu'il mourût. »« Ma foi, oui, » dit Rastignac. « Qu'as-tu donc? Tu es pâle comme la mort. Mon ami, je viens d'entendre des cris et des plaintes. Il y a un Dieu, oh oui, il y a un Dieu. Il nous a fait un monde meilleur, où notre terre est un non-sens. Si ce n'avait pas été si tragique, je fondrais en larmes, mais j'ai le cœur et l'estomac horriblement serrés. Dis donc, il va falloir bien des choses. Où prendre de l'argent? Rastignac tira sa montre. Tiens, mets-la vite en gage. Je ne veux pas m'arrêter en route, car j'ai peur de perdre une minute, et j'attends Christophe. Je n'ai pas un liard, il faudra payer mon cocher au retour. Rastignac se précipita dans l'escalier et partit pour aller rue du Helder chez madame de Restaud. Pendant le chemin, son imagination, frappée de l'horrible spectacle dont il avait été témoin, échauffa son indignation. Quand il arriva dans l'antichambre et qu'il demanda madame de Restaud, on lui répondit qu'elle n'était pas visible. « Mais, dit-il au valet de chambre, je viens de la part de son père qui se meurt. »« Monsieur, nous avons de monsieur le comte les ordres les plus sévères. » Si monsieur de Restaud y est, dites-lui dans quelles circonstances se trouve son beau-père, et prévenez-le qu'il faut que je lui parle à l'instant même. Eugène attendit pendant longtemps. Il se meurt peut-être en ce moment, pensait-il.
Le valet de chambre l'introduisit dans le premier salon où M. de Restaud reçut l'étudiant debout, sans le faire asseoir, devant une cheminée où il n'y avait pas de feu. « Monsieur le comte, lui dit Rastignac, monsieur votre beau-père expire en ce moment dans un bouge infâme, sans un liard pour avoir du bois. Il est exactement à la mort et demande à voir sa fille. »« Monsieur, lui répondit avec froideur le comte de Restaud, vous avez pu vous apercevoir que j'ai fort peu de tendresse pour monsieur Goriot. Il a compromis son caractère avec madame de Restaud. Il a fait le malheur de ma vie. Je vois en lui l'ennemi de mon repos. Qu'il meure, qu'il vive, tout m'est parfaitement indifférent. Voilà quels sont mes sentiments à son égard. Le monde pourra me blâmer. Je méprise l'opinion. J'ai maintenant des choses plus importantes à accomplir qu'à m'occuper de ce que penseront de moi des sots ou des indifférents. Quant à madame de Restaud, elle est hors d'état de sortir. D'ailleurs, je ne veux pas qu'elle quitte sa maison. Dites à son père qu'aussitôt qu'elle aura rempli ses devoirs envers moi, envers mon enfant, elle ira le voir. Si elle aime son père, elle peut être libre dans quelques instants. Monsieur le comte, il ne m'appartient pas de juger de votre conduite. Vous êtes le maître de votre femme. Mais je puis compter sur votre loyauté. Eh bien, promettez-moi seulement de lui dire que son père n'a pas un jour à vivre, et l'a déjà maudite, en ne la voyant pas à son chevet. Dites-le lui vous-même, répondit M. de Restaud, frappé des sentiments d'indignation que trahissait l'accent de gêne. Rastignac entra, conduit par le comte, dans le salon où se tenait habituellement la comtesse. Il la trouva noyée de larmes et plongée dans une bergère comme une femme qui voulait mourir. Elle lui fit pitié. Avant de regarder Rastignac, elle jeta sur son mari de craintifs regards qui annonçaient une prostration complète de ses forces écrasées par une tyrannie morale et physique. Le comte hocha la tête, elle se crut encouragée à parler. « Monsieur, j'ai tout entendu. Dites à mon père que s'il connaissait la situation dans laquelle je suis, il me pardonnerait. Je ne comptais pas sur ce supplice. Il est au-dessus de mes forces, monsieur. Mais je résisterai jusqu'au bout, dit-elle à son mari. Je suis mère. Dites à mon père que je suis irréprochable envers lui, malgré les apparences, cria-t-elle avec désespoir à l'étudiant. Eugène salua les deux époux, en devinant l'horrible crise dans laquelle était la femme, et se retira stupéfait. Le ton de M. de Restaud lui avait démontré l'inutilité de sa démarche, et il comprit qu'Anastasie n'était plus libre. Il courut chez madame de Nucingen et la trouva dans son lit. « Je suis souffrante, mon pauvre ami, lui dit-elle. J'ai pris froid en sortant du bal. J'ai peur d'avoir une fluxion de poitrine. J'attends le médecin. »« Eussiez-vous la mort sur les lèvres, lui dit Eugène en l'interrompant. Il faut vous traîner auprès de votre père. Il vous appelle. Si vous pouviez entendre le plus léger de ses cris, vous ne vous sentiriez point malade. »« Eugène, mon père n'est peut-être pas aussi malade que vous le dites. Mais je serais au désespoir d'avoir le moindre tort à vos yeux, et je me conduirais comme vous le voudrez. Lui, je le sais, il mourrait de chagrin si ma maladie devenait mortelle par suite de cette sortie. Eh bien, j'irai dès que mon médecin sera venu. Ah, pourquoi n'avez-vous plus votre montre ? Dit-elle en ne voyant plus la chaîne. Eugène rougit. Eugène, si vous l'aviez déjà vendue, perdue, oh, cela serait bien mal. L'étudiant se pencha sur le lit de Delphine et lui dit à l'oreille. Vous voulez le savoir ? Eh bien, sachez-le. Votre père n'a pas de quoi s'acheter le linceul dans lequel on le mettra ce soir. Votre montre est en gage. Je n'avais plus rien. Delphine sauta tout à coup hors de son lit, courut à son secrétaire, y prit sa bourse, la tendit à Rastignac. Elle sonna et s'écria « J'y vais, Eugène. Laissez-moi m'habiller. Mais je serais un monstre. Allez, j'arriverai avant vous. Thérèse, cria-t-elle à sa femme de chambre, dites à M. de Nucingen de monter me parler à l'instant même. Eugène, heureux de pouvoir annoncer au moribond la présence d'une de ses filles, arriva presque joyeux rue Neuve-Sainte-Geneviève. Il fouilla dans la bourse pour pouvoir payer immédiatement son cocher. La bourse de cette jeune femme, si riche, si élégante, contenait 70 francs.
Parvenu en haut de l'escalier, il trouva le père Goriot, maintenu par Bianchon et opéré par le chirurgien de l'hôpital, sous les yeux du médecin. On lui brûlait le dos avec des moxas, dernier remède de la science. Remède inutile. « Les sentez-vous » demandait le médecin. Le père Goriot, ayant entrevu l'étudiant, répondit « Elles viennent, n'est-ce pas ?»« Il peut s'en tirer, » dit le chirurgien. « Il parle. »« Oui, » répondit Eugène, « Delphine me suit. »« Allons, » dit Bianchon. Il parlait de ses filles, après lesquelles il crie comme un homme sur le pâle cri, dit-on, après l'eau. « Cessez, » dit le médecin au chirurgien, « il n'y a plus rien à faire. On ne le sauvera pas. » Bianchon et le chirurgien replacèrent le mourant à plat sur son grabat infect. « Il faudrait cependant le changer de linge, » dit le médecin. « Quoiqu'il n'y ait aucun espoir, il faut respecter en lui la nature humaine. Je reviendrai, Bianchon, dit-il à l'étudiant. S'il se plaignait encore, mettez-lui de l'opium sur le diaphragme. » Le chirurgien et le médecin sortirent. « Allons, Eugène, du courage, mon fils, » dit Bianchon à Rastignac quand ils furent seuls. Il s'agit de lui mettre une chemise blanche et de changer son lit. Va dire à Sylvie de monter des draps et de venir nous aider. Eugène descendit et trouva madame Vauquer occupée à mettre le couvert avec Sylvie. Au premier mot que lui dit Rastignac, la veuve vint à lui en prenant l'air aigrement doucereux d'une marchande soupçonneuse qui ne voudrait ni perdre son argent, ni fâcher le consommateur. « Mon cher monsieur Eugène, répondit-elle, vous savez tout comme moi que le père Goriot n'a plus le sou. Donner des draps à un homme en train de tortiller de l'œil, c'est les perdre, d'autant qu'il faudra bien en sacrifier un pour le linceul. Ainsi, vous me devez déjà 144 francs. Mettez 40 francs de drap et quelques autres petites choses, la chandelle que Sylvie vous donnera, tout cela fait au moins 200 francs, qu'une pauvre veuve comme moi n'est pas en état de perdre. Dame, soyez juste, monsieur Eugène. J'ai bien assez perdu depuis 5 jours que le guignon s'est logé chez moi. J'aurais donné 10 écus pour que ce bonhomme-là fût parti ces jours-ci, comme vous le disiez. Ça frappe mes pensionnaires. Pour un rien, je le ferais porter à l'hôpital. Enfin, mettez-vous à ma place. Mon établissement, avant tout, c'est ma vie à moi. » Eugène remonta rapidement chez le père Goriot. « Bianchon, l'argent de la montre ? » ?»« Il est là, sur la table. Il en reste 360 et quelques francs. J'ai payé sur ce qu'on m'a donné tout ce que nous devions. La reconnaissance du mont-de-piété est sous l'argent. »« Tenez, madame, » dit Rastignac, après avoir dégringolé l'escalier avec horreur. « Soldez vos comptes. Monsieur Goriot n'a pas longtemps à rester chez vous, et moi... »« Oui, il en sortira les pieds en avant, pauvre bonhomme, dit-elle, en comptant 200 francs, d'un air moitié gai, moitié mélancolique. « Finissons, » dit Rastignac. « Sylvie, donnez les draps, et allez aider ces messieurs, là-haut. »« Vous n'oublierez pas Sylvie, » dit madame Vauquer à l'oreille d'Eugène. « Voilà 2 nuits qu'elle veille. » Dès qu'Eugène eut le dos tourné, la vieille courut à sa cuisinière. « Prends les draps retournés, numéro 7. Pardieu, c'est toujours assez bon pour un mort, » lui dit-elle à l'oreille. Eugène, qui avait déjà monté quelques marches de l'escalier, n'entendit pas les paroles de la vieille hôtesse. « Allons, » lui dit Bianchon, « passons-lui sa chemise. Tiens-le droit. » Eugène se mit à la tête du lit et soutint le moribond, auquel Bianchon enleva sa chemise, et le bonhomme fit un geste comme pour garder quelque chose sur sa poitrine, et poussa des cris plaintifs et inarticulés, à la manière des animaux qui ont une grande douleur à exprimer. « Oh oh, » dit Bianchon, « il veut une petite chaîne de cheveux et un petit médaillon que nous lui avons ôté tout à l'heure pour lui poser ses moxas. Pauvre homme, il faut la lui remettre. Elle est sur la cheminée. » Eugène alla prendre une chaîne tressée avec des cheveux blonds cendrés, sans doute ceux de madame Goriot. Il lut d'un côté du médaillon Anastasie, et de l'autre Delphine, image de son cœur qui reposait toujours sur son cœur. Les boucles contenues étaient d'une telle finesse
qu'elle devait avoir été prise pendant la première enfance des 2 filles. Lorsque le médaillon toucha sa poitrine, le vieillard fit un « ban » prolongé qui annonçait une satisfaction effrayante à voir. C'était un des derniers retentissements de sa sensibilité qui semblait se retirer au centre inconnu d'où partent et où s'adressent nos sympathies. Son visage convulsé prit une expression de joie maladive. Les 2 étudiants, frappés de ce terrible éclat d'une force de sentiment qui survivait à la pensée, laissèrent tomber chacun des larmes chaudes sur le moribond qui jeta un cri de plaisir aigu. « Nasie, Fifine !» dit-il. Il vit encore, dit Bianchon. À quoi ça lui sert-il dit Sylvie. À souffrir, répondit Rastignac. Après avoir fait à son camarade un signe pour lui dire de l'imiter, Bianchon s'agenouilla pour passer ses bras sous les jarrets du malade, pendant que Rastignac en faisait autant de l'autre côté du lit afin de passer les mains sous le dos. Sylvie était là, prête à retirer les draps quand le moribond serait soulevé, afin de les remplacer par ceux qu'elle apportait. Trompé sans doute par les larmes, Goriot usa ses dernières forces pour étendre les mains, rencontra de chaque côté de son lit les têtes des étudiants, les saisit violemment par les cheveux, et l'on entendit faiblement « Ah, mes anges !» 2 mots, 2 murmures accentués par l'âme qui s'envola sur cette parole. « Pauvre cher homme !» dit Sylvie, attendrie de cette exclamation où se peignit un sentiment suprême que le plus horrible, le plus involontaire des mensonges exaltait une dernière fois. Le dernier soupir de ce père devait être un soupir de joie. Ce soupir fut l'expression de toute sa vie. Il se trompait encore. Le père Goriot fut pieusement replacé sur son grabat. À compter de ce moment, sa physionomie garda la douloureuse empreinte du combat qui se livrait entre la mort et la vie dans une machine qui n'avait plus cette espèce de conscience cérébrale d'où résulte le sentiment du plaisir et de la douleur pour l'être humain. Ce n'était plus qu'une question de temps pour la destruction. Il va rester ainsi quelques heures et mourra sans que l'on s'en aperçoive. Il ne râlera même pas. Le cerveau doit être complètement envahi. En ce moment, on entendit dans l'escalier un pas de jeune femme haletante. « Elle arrive trop tard », dit Rastignac. Ce n'était pas Delphine, mais Thérèse, sa femme de chambre. « Monsieur Eugène, dit-elle, il s'est élevé une scène violente entre monsieur et madame à propos de l'argent que cette pauvre madame demandait pour son père. Elle s'est évanouie, le médecin est venu, il a fallu la saigner. Elle criait « Mon père se meurt, je veux voir papa !» Enfin, des cris à fendre l'âme. « Assez, Thérèse. » Elle viendrait que maintenant ce serait superflu. Monsieur Goriot n'a plus de connaissances. « Pauvre cher monsieur, est-il mal comme ça ?» dit Thérèse. « Vous n'avez plus besoin de moi, faut que j'aille à mon dîner. Il est 4h30, dit Sylvie, qui faillit se heurter sur le haut de l'escalier avec madame de Restaud. Ce fut une apparition grave et terrible que celle de la comtesse. Elle regarda le lit de mort, mal éclairé par une seule chandelle, et versa des pleurs en apercevant le masque de son père où palpitaient encore les derniers tressaillements de la vie. Bianchon se retira par discrétion. « Je ne me suis pas échappée assez tôt, » dit la comtesse de Rastignac. L'étudiant fit un signe de tête affirmatif plein de tristesse. Madame de Restaud prit la main de son père, la baisa. « Pardonnez-moi, mon père. Vous disiez que ma voix vous rappelait de la tombe. Eh bien, revenez un moment à la vie pour bénir votre fille repentante. Entendez-moi. Ceci est affreux. Votre bénédiction est la seule que je puisse recevoir ici-bas, désormais. Tout le monde me hait. Vous seul m'aimez. Mes enfants eux-mêmes me haïront. Emmenez-moi avec vous. Je vous aimerai. Je vous soignerai. » Il n'entend plus. Je suis folle. Elle tomba sur ses genoux et contempla ce débris avec une expression de délire. « Rien ne manque à mon malheur, » dit-elle en regardant Eugène. « Monsieur de Trailles est parti, laissant ici des dettes énormes, et j'ai su qu'il me trompait.
Mon mari ne me pardonnera jamais, et je l'ai laissé le maître de ma fortune. J'ai perdu toutes mes illusions. Hélas, pour qui ai-je trahi le seul cœur, elle montra son père, où j'étais adorée. Je l'ai méconnu, je l'ai repoussé, je lui ai fait 1000 mots, infâme que je suis. Il le savait, dit Rastignac. En ce moment, le père Goriot ouvrit les yeux, mais par l'effet d'une convulsion. Le geste qui révélait l'espoir de la comtesse ne fut pas moins horrible à voir que l'œil du mourant. « M'entendrait-il » cria la comtesse. « Non, » se dit-elle en s'asseyant auprès de lui. Madame de Restaud ayant manifesté le désir de garder son père, Eugène descendit pour prendre un peu de nourriture. Les pensionnaires étaient déjà réunis. « Eh bien, lui dit le peintre, il paraît que nous allons avoir un petit mortorama là-haut. »« Charles, lui dit Eugène, il me semble que vous devriez plaisanter sur quelque sujet moins lugubre. »« Nous ne pourrons donc plus rire ici, reprit le peintre. Qu'est-ce que cela fait, puisque Bianchon dit que le bonhomme n'a plus sa connaissance ? Eh bien, reprit l'employé du muséum, il sera mort comme il a vécu. Mon père est mort, cria la comtesse. À ce cri terrible, Sylvie, Rastignac et Bianchon montèrent et trouvèrent madame de Restaud évanouie. Après l'avoir fait revenir à elle, ils la transportèrent dans le fiacre qui l'attendait. Eugène la confia aux soins de Thérèse, lui ordonnant de la conduire chez madame de Nucingen. « Oh, il est bien mort, » dit Bianchon en descendant. « Allons, messieurs, à table, » dit madame Vauquier. « La soupe va se refroidir. » Les deux étudiants se mirent à côté l'un de l'autre. « Que faut-il faire maintenant ?» dit Eugène à Bianchon. « Mais je lui ai fermé les yeux, et je l'ai convenablement disposé. Quand le médecin de la mairie aura constaté le décès que nous irons déclarer, on le coudra dans un linceul et on l'enterrera. Que veux-tu qu'il devienne ? » « Il ne flairera plus son pain comme ça, » dit un pensionnaire en imitant la grimace du bonhomme. « Sacrebleu, messieurs, » dit le répétiteur, « laissez donc le père Goriot. Et ne nous en faites plus manger, car on l'a mis à toute sauce depuis 1 heure. Un des privilèges de la bonne ville de Paris, c'est qu'on peut y naître, y vivre, y mourir, sans que personne fasse attention à vous. Profitons donc des avantages de la civilisation. Il y a 60 morts aujourd'hui. Voulez-vous nous apitoyer sur les hécatombes parisiennes ? Que le père Goriot soit crevé, tant mieux pour lui. Si vous l'adorez, allez le garder. Et laissez-nous manger tranquillement, nous autres. »« Oh oui, » dit la veuve, « tant mieux pour lui qu'il soit mort. Il paraît que le pauvre homme avait bien du désagrément sa vie durant. » Ce fut la seule oraison funèbre d'un être qui, pour Eugène, représentait la paternité. Les 15 pensionnaires se mirent à causer comme à l'ordinaire. Lorsque Eugène et Bianchon eurent mangé, le bruit des fourchettes et des cuillères, les rires de la conversation, les diverses expressions de ces figures gloutonnes et indifférentes, leur insouciance, tout les glaça d'horreur. Ils sortirent pour aller chercher un prêtre qui veilla et pria pendant la nuit près du mort. Il leur fallut mesurer les derniers devoirs à rendre au bonhomme sur le peu d'argent dont ils pourraient disposer. Vers 9 heures du soir, le corps fut placé sur un fond sanglé, entre 2 chandelles, dans cette chambre nue, et un prêtre vint s'asseoir auprès de lui. Avant de se coucher, Rastignac, ayant demandé des renseignements à l'ecclésiastique sur le prix du service à faire et sur celui des convois, écrivit un mot au baron de Nucingen et au comte de Restaud en les priant d'envoyer leurs gens d'affaires afin de pourvoir à tous les frais de l'enterrement. Il leur dépêcha Christophe, puis il se coucha et s'endormit accablé de fatigue. Le lendemain matin, Bianchon et Rastignac furent obligés d'aller déclarer eux-mêmes le décès, qui, vers midi, fut constaté. 2 heures après, aucun des 2 gendres n'avait envoyé d'argent. Personne ne s'était présenté en leur nom, et Rastignac avait été forcé déjà de payer les frais du prêtre. Sylvie, ayant demandé 10 francs pour ensevelir le bonhomme et le coudre dans un linceul, Eugène et Bianchon calculèrent que, si les parents du mort ne voulaient se mêler de rien, ils auraient à peine de quoi pourvoir aux frais.
L'étudiant en médecine se chargea donc de mettre lui-même le cadavre dans une bière de pauvre qu'il fit apporter de son hôpital, où il l'eut à meilleur marché. « Fais une farce à ces drôles-là, dit-il à Eugène. Va acheter un terrain, pour 5 ans, au Père-Lachaise, et commande un service de 3e classe à l'église et aux pompes funèbres. Si les gendres et les filles se refusent à te rembourser, tu feras graver sur la tombe « C.J. Monsieur Goriot, père de la comtesse de Restaud et de la baronne de Nuncingen, enterré aux frais de 2 étudiants. » Eugène ne suivit le conseil de son ami qu'après avoir été infructueusement chez monsieur et madame de Nuncingen et chez monsieur et madame de Restaud. Il n'alla pas plus loin que la porte. Chacun des concierges avait des ordres sévères. « Monsieur et madame, dirent-ils, ne reçoivent personne. Leur père est mort, et ils sont plongés dans la plus vive douleur. » Eugène avait assez l'expérience du monde parisien pour savoir qu'il ne devait pas insister. Son cœur se serra étrangement quand il se vit dans l'impossibilité de parvenir jusqu'à Delphine. « Vendez une parure, lui écrivit-il chez le concierge, et que votre père soit décemment conduit à sa dernière demeure. » Il cacheta ce mot et pria le concierge du baron de le remettre à Thérèse pour sa maîtresse. Mais le concierge le remit au baron de Nuncingen, qui le jeta dans le feu. Après avoir fait toutes ces dispositions, Eugène revint vers 3 heures à la pension bourgeoise, et ne put retenir une larme quand il aperçut, à cette porte bâtarde, la bière à peine couverte d'un drap noir, posée sur 2 chaises, dans cette rue déserte. Un mauvais goupillon, auquel personne n'avait encore touché, trempait dans un plat de cuivre argenté plein d'eau bénite. La porte n'était pas même tendue de noir. C'était la mort des pauvres, qui n'a ni faste, ni suivant, ni amis, ni parents. Bianchon, obligé d'être à son hôpital, avait écrit un mot à Rastignac pour lui rendre compte de ce qu'il avait fait avec l'Église. L'interne lui mandait qu'une messe était hors de prix, qu'il fallait se contenter du service moins coûteux des vêpres, et qu'il avait envoyé Christophe avec un mot aux pompes funèbres. Au moment où Eugène achevait de lire le griffonnage de Bianchon, il vit entre les mains de madame Vauquer le médaillon à cercle d'or où étaient les cheveux des 2 filles. « Comment avez-vous osé prendre ça ?» lui dit-il. « Pardi, fallait-il l'enterrer avec ?» répondit Sylvie. « C'est en or. »« Certes, » reprit Eugène avec indignation, « qu'il emporte au moins avec lui la seule chose qui puisse représenter ces 2 filles. » Quand le corbillard vint, Eugène fit remonter la bière, la décloua et plaça religieusement sur la poitrine du bonhomme une image qui se rapportait à un temps où Delphine et Anastasie étaient jeunes, vierges et pures, et ne raisonnaient pas, comme il l'avait dit dans ses cris d'agonisants. Rastignac et Christophe accompagnèrent seuls, avec 2 croque-morts, le char qui menait le pauvre homme à Saint-Étienne-du-Mont, église peu distante de la rue Neuve-Sainte-Geneviève. Arrivé là, le corps fut présenté à une petite chapelle basse et sombre, autour de laquelle l'étudiant chercha vainement les 2 filles du père Goriot ou leurs maris. Il fut seul avec Christophe, qui se croyait obligé de rendre les derniers devoirs à un homme qui lui avait fait gagner quelques bons pourboires. En attendant les 2 prêtres, l'enfant de chœur et le bedeau, Rastignac serra la main de Christophe, sans pouvoir prononcer une parole. « Oui, monsieur Eugène, dit Christophe, c'était un brave et honnête homme, qui n'a jamais dit une parole plus haut que l'autre, qui ne nuisait à personne et n'a jamais fait de mal. » Les 2 prêtres, l'enfant de chœur et le bedeau, vinrent et donnèrent tout ce qu'on peut avoir pour 70 francs dans une époque où la religion n'est pas assez riche pour prier gratis. Les gens du clergé chantèrent un psaume, le Libera, le De Profundis. Le service dura 20 minutes. Il n'y avait qu'une seule voiture de deuil pour un prêtre et un enfant de chœur, qui consentirent à recevoir avec eux Eugène et Christophe. « Il n'y a point de suite, dit le prêtre. Nous pourrons aller vite, afin de ne pas nous attarder. Il est 5h30. » Cependant, au moment où le corps fut placé dans le corbillard, 2 voitures armoriées, mais vides,
celle du comte de Restaud et celle du baron de Nucingen, se présentèrent et suivirent le convoi jusqu'au Père-Lachaise. À 6 heures, le corps du père Goriot fut descendu dans sa fosse, autour de laquelle étaient les gens de ses filles, qui disparurent avec le clergé aussitôt que fut dite la courte prière due au bonhomme pour l'argent de l'étudiant. Quand les 2 fossoyeurs eurent jeté quelques pelletées de terre sur la bière pour la cacher, ils se relevèrent, et l'un d'eux, s'adressant à Rastignac, lui demanda leur pourboire. Eugène fouilla dans sa poche et n'y trouva rien. Il fut forcé d'emprunter 20 sous à Christophe. Ce fait, si léger en lui-même, détermina chez Rastignac un accès d'horrible tristesse. Le jour tombait, un humide crépuscule agaçait les nerfs. Il regarda la tombe et y ensevelit sa dernière larme de jeune homme, cette larme arrachée par les saintes émotions d'un cœur pur, une de ces larmes qui, de la terre où elles tombent, rejaillissent jusque dans les cieux. Il se croisa les bras, contempla les nuages, et, le voyant ainsi, Christophe le quitta. Rastignac, resté seul, fit quelques pas vers le haut du cimetière et vit Paris tortueusement couché le long des 2 rives de la Seine où commençaient à briller les lumières. Ses yeux s'attachèrent presque avidement entre la colonne de la place Vendôme et le dôme des Invalides, là où vivait ce beau monde dans lequel il avait voulu pénétrer. Il lança sur cette ruche bourdonnante un regard qui semblait par avance en pomper le miel, et dit ces mots grandioses. « À nous 2, maintenant !» Et, pour premier acte du défi qu'il portait à la société, Rastignac alla dîner chez madame de Nucingen. Sachez, septembre 1834. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker, mettre un commentaire et partager. À bientôt.